Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'une femme qui a fait un choix radical en silence. Lorraine avait coché toutes les cases de la réussite classique attendue par la société, un concours de la fonction publique en poche, un poste stable en CDI, la sécurité que beaucoup envient. Mais à l'intérieur, quelque chose sonnait faux. Un matin, elle a décidé de ne plus retourner à son poste. Elle a donné sa démission et n'a rien dit à personne. Pendant plusieurs semaines, elle a fait semblant. Elle se levait, elle s'habillait, elle partait, mais n'allait pas travailler. Elle s'offrait du temps de pause, de réflexion et de respiration. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, elle considère que ce choix est la meilleure décision de sa vie. Alors, dans cet épisode, nous allons parler du poids du regard des autres, du courage de sortir du cadre, de l'écoute de soi-même, mais aussi d'un mot que l'on n'entend pas assez, la liberté, et notamment la liberté d'entreprendre. Alors, pour parler de tout cela, je suis ravie d'accueillir Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour Nathalie, Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? avec plaisir, bonjour à tous. Je suis Lorraine, j'ai 38 ans, fondatrice d'Altaem, une société de conseil avec laquelle j'accompagne des startups, des entreprises et des personnes en phase de lancement ou de structuration. Et je travaille principalement à distance, parfois depuis l'étranger, car j'ai choisi un mode de vie qui allie mobilité et autonomie. Alors, on va justement y revenir, mais avant cela, est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Oui, Nathalie. Alors, en effet, nous nous sommes rencontrés à Dijon dans le cadre du programme Boost ta startup, un parcours d'accompagnement de 6 mois spécialement dédié aux fondatrices de startups du numérique. Toi, Nathalie, tu faisais partie des lauréates et moi, j'intervenais en tant que mentor. Hmm. Et dans cet espace d'échange et de partage que nos trajectoires se sont croisées. Et j'ai tout de suite été touchée par ton énergie débordante et la sincérité de tes engagements. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être ici avec toi et grâce à toi. Oh, bah merci beaucoup, ça me met les larmes aux yeux. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors, si je devais m'identifier à une femme à impact connu, je choisirais le profil de celle qui ose s'affranchir des cadres établis, même quand tout le monde lui dit de rester dans les lignes. Celle qui innove pour répondre à un besoin concret et imaginer des solutions jusque-là inédites. Celle qui tisse des liens, fédère, inspire d'autres personnes à se saisir de leur propre pouvoir d'agir. En somme, je serais cette femme audacieuse, créative et solidaire qui transforme un constat en action sans attendre l'autorisation et qui emmène avec elle toute une communauté. Waouh, super! Alors effectivement, tu es au bon endroit puisque nous nous adressons aux femmes audacieuses et aux mères audacieuses dans ce podcast. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Si on revient quelques années en arrière, une bonne dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, à quoi ressemblait ta vie professionnelle, je dirais, d'avant? Avant de fonder Altaem, j'ai travaillé plusieurs années comme salariée. Alors d'abord dans des grands groupes privés, dans des administrations,
Ces expériences, elles m'ont apporté une rigueur méthodologique, une vision stratégique et surtout aussi une compréhension fine des mécanismes d'organisation. Durant cette période, j'ai cumulé plusieurs emplois, plusieurs contrats précaires en étant à la recherche d'un poste vraiment stable. Et puis, à l'âge de 25 ans, j'ai finalement réussi un concours pour intégrer l'administration. Donc, pour le plus grand bonheur de mon entourage, de mes proches, j'allais enfin pouvoir être propriétaire, fonder une famille, cocher un peu les cases aussi de la société. Mm. Et pourtant, j'ai fini par ressentir que le cadre dans lequel je me trouvais n'était absolument pas en phase avec ma façon de penser et de travailler. Mais je crois qu'on en parle un peu plus en détail après. Exactement, c'était ma question d'après, parce qu'effectivement, on va dire, on est éduqué et finalement, depuis qu'on est toute petite, a fait des études, trouve un CDI, trouve si possible une grande entreprise où l'administration c'est idéal, comme ça tu te feras pas licencier. Et finalement, ce que tu as eu et que beaucoup considèrent comme une situation stable, toi, tu ne t'es pas senti à ta place. Et assez rapidement. Mais à quel moment tu as commencé à sentir un décalage finalement entre toi, tes motivations, tes envies et puis le poste que tu avais pris? Alors, au début, quand j'ai intégré cette entreprise, j'étais vraiment fière, soulagée. J'avais enfin le CDI rêvé, les avantages, enfin ce que tu évoques, hein, tous les repères rassurants, etc. Mais au bout de 3 semaines, donc ça s'est formalisé assez rapidement, C'est clair? quelque chose a basculé. Un matin, je me suis levée et j'avais plus envie de me lever. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais pas du tout en accord en fait avec la stratégie de la direction qui m'avait embauchée, ni la façon d'aborder et de traiter des sujets. On me confiait des tâches dont je ne voyais pas le sens. Et à ce moment-là, je me suis dit, enfin, j'ai réalisé que j'étais pas faite en fait pour un fonctionnement et une façon de penser aussi rigide. Mhm. Et c'est vraiment ce qui m'a conduit en fait à prendre ces décisions, à réaliser que mon esprit d'innovatrice réclamait de l'espace. Mon besoin d'impact direct exigeait de l'agilité. Et c'est vraiment ce premier malaise en fait qui m'a alertée et qui m'a conduit à devoir prendre une solution et surtout à trouver un environnement où je pourrais en fait innover plus librement. Et peu de temps après cette expérience, d'ailleurs, j'ai trouvé cet environnement idéal dans lequel j'ai eu l'opportunité de créer ma propre start-up et de devenir d'ailleurs la première intrapreneuse en France quelques années avant de lancer Altaem. Donc tout ça il y a 11 ans. Ça commence à remonter. Donc, assez rapidement, finalement, au bout de 3 semaines, tu t'es rendu compte que c'était pas du tout fait pour toi le poste que tu avais pris. Tu as décidé de démissionner secrètement. Pourquoi? Et puis, comment, surtout, tu as annoncé ce changement à tes proches? En effet, plutôt que de provoquer une réaction immédiate, j'ai choisi de démissionner en silence. Comme tu l'expliques, hein, pendant plusieurs semaines, je me levais, je partais, enfin, je faisais comme si j'allais travailler parce que j'avais conscience que d'annoncer à mes proches que je mettais fin à un CDI, ça allait être le drame. Alors, du coup, j'ai profité voilà, de ce temps pour vraiment entamer une recherche active d'emploi en me disant, tu pourras l'annoncer une fois que tu auras une solution qui soit surtout alignée en fait avec mes aspirations. Et le jour où j'ai pris cette décision, d'ailleurs, je me souviens très bien, le manager qui m'a convoquée m'a dit, mais madame, enfin, cette démarche, elle est complètement inhabituelle. J'ai jamais vu ça et je pense sincèrement que vous allez le regretter toute votre vie. Moi, de me faire douter a renforcé ma détermination. Et c'est vraiment une fois que j'ai eu un nouvel emploi que je me suis autorisée à en parler à mes proches. Et d'ailleurs, ce qui a été assez intéressant dans les premières réactions, c'est que la plupart d'entre eux ont été surpris de ce choix que j'ai fait parce que, enfin, ils me l'ont répété, hein, ce poste, c'était une opportunité en or. J'avais une vie toute tracée avec l'opportunité, comme je disais précédemment, hein, de devenir propriétaire, de fonder une famille. Mais c'est aussi grâce à ce mélange de courage et de persévérance que je suis aujourd'hui là où je suis, donc je ne regrette absolument pas. Ouais, je te comprends totalement. Alors moi, je l'ai pas vécu, tu vois, mais mon mari, alors avant qu'on se connaisse, a eu deux opportunités qui se sont quasiment proposées à lui en même temps. Il a eu le choix d'un CDD et le choix d'un CDI. Et en fait, dans l'offre du CDI, il se reconnaissait pas du tout. Donc il a choisi le CDD. Aux grandes dames de ses parents et surtout de son père qui lui disait qu'il faisait n'importe quoi, etc., etc. Mais finalement, ce CDD l'a conduit ensuite à un CDI qui l'a passionné. Il a ensuite pu gravir les échelons dans l'agence, changer d'agence. C'est là où on s'est rencontrés. Aujourd'hui, il me dit, bah, en fait, si j'avais pas pris ce CDD, si j'avais pris la facilité, donc le CDI, ben, je t'aurais pas rencontré, j'en serais pas où j'en suis, j'aurais pas monté ma boîte, etc., etc. Comme quoi, des fois, des tout petits choix qui sont à contre-courant, justement, peuvent amener à des situations qu'on n'aurait pas imaginées.
Alors aujourd'hui, 11 ans plus tard, tu es une entrepreneuse accomplie, tu accompagnes, on en a parlé, des startups, tu travailles aussi quasi exclusivement en remote. Alors ça, j'avoue que j'adore parce que c'est exactement mon mode de fonctionnement. En plus, tu travailles aussi à l'étranger. Là, je sais que tu es en Italie en ce moment car tu adores voyager. Comment tu gères ta vie privée par rapport à ta vie professionnelle? Parce que moi, c'est une question qui revient systématiquement dans les mamans que j'accompagne ou même lorsque je parle à l'extérieur, que je travaille de chez moi. Alors aujourd'hui, je veille vraiment à créer un équilibre clair entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Même si je travaille à distance ou depuis l'étranger, ce n'est pas des vacances, j'insiste. C'est souvent la perception en fait qu'ont les gens quand j'aborde ce sujet-là. Chaque matin, je commence par consulter mon agenda. Alors c'est souvent des choses très pratico-pratiques, hein, mais notamment le nombre de visioconférences qui va déterminer les lieux où je poserai mon ordinateur dans la journée. Ensuite, j'identifie mes trois priorités du jour, celles qui demandent le plus de concentration, et je m'y attelle avant d'ouvrir mes mails que je traite en deux temps, le matin et en fin de journée. Et surtout, je protège aussi des créneaux off. Et ça, je pense que c'est important de l'évoquer, notamment dans le travail 100% distanciel. C'est-à-dire que dans mon planning, par exemple, je me réserve toujours le déjeuner. Le déjeuner, c'est vraiment pour moi un moment de sociabilité qui est indispensable dans ces modes de travail, surtout à distance, pour garder du lien, pour créer aussi du lien, parce que non seulement il faut le garder, mais il faut aussi le créer. En parallèle, j'utilise des outils de travail collaboratifs, donc de gestion de projet, de messagerie instantanée, également pour garder le lien, mais cette fois-ci avec mes équipes, et surtout aussi pour pas laisser non plus le digital envahir mon emploi du temps. Et quand je suis à l'étranger, j'ai quelques rituels importants que j'instaure systématiquement. C'est à mon arrivée, souvent je fais le tour de la ville dans laquelle je suis pour repérer des espaces de travail confortables. Alors quand je dis confortable, hein, c'est pas au sens propre, mais c'est surtout de m'assurer qu'il y a une bonne connexion Wi-Fi, qu'il y a des prises. On n'y pense pas souvent, mais les prises de Ouais. courant sont hyper importantes quand on travaille de cette manière-là. Qu'il y ait des endroits calmes et une vue inspirante. Et ça, je pense que c'est aussi important pour la créativité. Et je constate maintenant depuis plusieurs mois que souvent les hôtels offrent ce Mm. service. Et j'aime m'y installer quand j'ai besoin de concentration. Ces principes d'organisation, de priorisation, ces temps protégés permettent vraiment en fait de rester performante et engagée dans mes missions, tout en préservant ma vie personnelle où que je sois. Et oui, effectivement, j'entends moi souvent dire que c'est pas possible de travailler à distance, que ce soit avec des salariés ou avec des prestataires. Et pourtant, tu montres, comme beaucoup finalement ce qu'on appelle de digital nomade, que c'est possible. Au quotidien, donc là tu nous as donné quelques astuces, tu repères dans la ville les lieux où tu peux travailler, où il y a une bonne connexion, où tu peux avoir une prise, où tu peux être aussi au calme si tu as besoin de te concentrer, où il y a une vue inspirante. Mais en dehors de ça, quelles sont tes astuces ou tes conseils pour un fonctionnement optimal avec des équipes qui peut-être elles aussi sont en remote? Alors, en effet, pour reprendre ton interrogation sur le fait qu'il n'est pas possible de travailler 100% à distance, moi, je l'ai beaucoup entendu, je l'entends encore beaucoup. C'est des idées reçues et parfois des biais Mm. que certaines personnes ont. D'ailleurs, j'ai formé plusieurs dirigeants, hein, des managers sur cette thématique du management à distance. Et en effet, c'est pas naturel en fait dans nos modes de travail et c'est surtout pas ce qu'on nous apprend ou ce qu'on nous apprenait dans les parcours de formation. Donc, pour ma part, je fonctionne selon quatre piliers: la confiance, la communication, les outils et la culture d'équipe. Ok. Concrètement, le premier palier, c'est installer la confiance dès le départ. Je pars du postulat que chacun est professionnel et désireux vraiment de faire bien et qu'il est important pour que ça fonctionne de définir des objectifs clairs et mesurables avec des livrables et des délais partagés. Et Mm. c'est vraiment cette autonomie qui va renforcer la motivation et la responsabilité des personnes qui travaillent à distance. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier sur lequel je m'appuie, c'est la communication. Avoir une communication régulière et de façon transparente aussi avec les personnes avec lesquelles je travaille. Ça passe par l'organisation de rituels, donc en visioconférence. Ça passe aussi par des créations de canaux un peu non officiels qui va permettre en fait aux personnes d'avoir des sas de discussion. Et pour vous prendre un exemple que j'utilise très régulièrement, c'est le daily meeting. Donc tous les matins, j'invite les équipes à se réunir pendant 15 minutes en visioconférence
pour que chacun se voit et chacun aussi parle enfin, de ses activités, ce sur quoi il va travailler, éventuellement des blocages. Enfin, ça permet vraiment de ritualiser et de couper un peu l'isolement dans le mode de fonctionnement que l'on a. Troisième pilier hyper important aussi, c'est de choisir les bons outils et Mm, les bonnes méthodes. Il y a eu le Covid, on a embarqué plein de personnes dans ces modes de fonctionnement, sauf qu'on ne les a pas embarqués, on ne les a pas acculturés à ces outils et ces méthodes. mm. Pour ma part, voilà, j'utilise des outils de gestion de projet tels que Trello, Asana, Monday, ou encore des outils pour visualiser aussi le planning, les états d'avancement en temps réel des collaborateurs. J'insiste sur le fait que ces outils ne sont pas des outils de contrôle, mais vraiment de suivi et de partage. Et puis, j'utilise aussi beaucoup de documents partagés, tels que Google, Notion, enfin, qui servent vraiment de base de connaissances vivantes et qui permettent aussi aux différents collaborateurs de pouvoir travailler en asynchrone. Et j'insiste aussi sur le fait que ces outils, c'est bien, mais qu'il faut aussi veiller à les limiter parce que trop d'applications et d'outils tuent la contre-productivité. C'est Et clair. vraiment, voilà, veiller à choisir les bons outils qui répondent aux besoins des équipes. Et puis enfin, le quatrième pilier, c'est cultiver la culture et l'esprit d'équipe à distance pour éviter l'isolement. Et ça, c'est vraiment indispensable, voilà, comme je le disais précédemment, d'instaurer des rituels pour combiner du coup autonomie, la clarté et puis tout ce qui réunit à la bonne réussite en fait de ce mode de travail. Oui, alors ce que tu me disais justement dans un des ateliers de Boost ta Startup, c'est qu'il n'y a pas besoin que les gens soient salariés pour instaurer ce type de rituel et ce type d'esprit d'équipe. On peut aussi le faire avec des personnes qui sont en freelance. Tout à fait. Bon, que dirais-tu à celles qui sentent que leur travail actuel ne leur convient plus, mais qui n'osent pas faire ce premier pas vers une liberté qu'elles vont choisir? Alors, je leur dirais avant tout, vous n'êtes pas seul et vous méritez de trouver un emploi qui vous épanouisse pleinement. Le premier pas, c'est surtout de s'écouter vraiment. La première chose, c'est accepter le changement de soi. Je pense que c'est important. Un poste qui vous correspondait il y a quelques années peut ne plus vous convenir aujourd'hui. Mm. C'est OK et c'est tout à fait normal. L'évolution fait partie de la vie et reconnaître ce décalage est déjà un acte de courage. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais. Le deuxième, c'est de se poser les bonnes questions. Avant de prendre une décision, prenez le temps de définir pourquoi vous voulez changer. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce changement? Est-ce que c'est du sens? Est-ce que c'est de la liberté? Est-ce que c'est un nouveau défi? Et enfin, est-ce que cette nouvelle orientation, ce changement, vous épanouira-t-il davantage sur le long terme? J'ai accompagné pendant plusieurs années des personnes dans cette réflexion de changement et je constatais ces questions, elles ne se posaient pas suffisamment en profondeur. Donc, c'est vraiment important, voilà, de se poser les bonnes questions. Et puis enfin, j'inviterai aussi ces personnes-là à solliciter des retours et de se faire challenger. Écoutez-vous, ça c'est une certitude, mais ouvrez-vous aussi à d'autres personnes pour avoir des retours. Un mentor, des ateliers de réflexion peuvent aider à structurer ces idées-là. D'ailleurs, Altaïm propose justement ce type d'accompagnement pour challenger vos projets et clarifier votre trajectoire. Et puis enfin, le dernier conseil que je donnerais, c'est oser avec confiance. Une fois vos motivations et vos objectifs éclaircis, lancez-vous avec la confiance que vous aurez bâtie. Et c'est vraiment le point de départ d'une aventure plus riche et plus alignée. Mm. Et peut-être, juste pour terminer, rappelez-vous qu'aucun chemin n'est linéaire finalement et que chaque question, chaque hésitation fait partie du voyage. Osez ce premier pas, c'est vous offrir la possibilité aussi de reprendre la main sur votre vie, de créer votre propre définition de la réussite et d'inspirer, vous aussi, peut-être d'autres femmes à oser. Exactement. Alors, je voulais revenir justement un peu sur tout ce que tu as dit et notamment le fait de se poser les bonnes questions parce que souvent, on n'ose pas se poser les bonnes questions ou alors on va dire oui, mais en fait, ça va être problématique parce que mon mari va dire ci, parce que mes parents vont penser ça, parce que... Et donc, on s'enferme finalement dans une sorte de prison dorée en se disant, ben, j'ose pas me poser réellement la question de ce que je veux parce que peut-être que ça ne va pas plaire aux personnes de mon entourage. Et donc souvent on essaye aussi de d'atteindre finalement les objectifs des autres et pas les nôtres. Alors pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as un moment ou une réussite particulière à nous partager, bien sûr, en relation avec le sujet du jour? Alors peut-être, plutôt que vous raconter une réussite ou un cas précis, j'aimerais surtout partager un message qui, pour moi, incarne l'esprit d'aujourd'hui. C'est qu'il n'est jamais trop tard pour obtenir la vie de vos rêves, Mm. ni pour devenir la personne que vous avez toujours voulu être. J'ai démarré Altaïm après 15 années de parcours très balisé, comme vous avez pu le comprendre, privé, public, intrapreneuriat. Et j'étais convaincue que ma trajectoire, elle était déjà toute tracée.
Et pourtant, à 35 ans, j'ai tout remis à plat, créé ma propre structure, adopté un mode de vie radicalement différent, puisque ce mode de télétravail et aussi en distanciel et à l'étranger, c'est quand même assez particulier. Enfin, ça heurte et ça questionne beaucoup autour de moi. Et depuis, en fait, chaque matin, je me rappelle qu'on peut réécrire son histoire, construire un nouveau projet et surtout rester fidèle à ses valeurs, quelles qu'elles soient, l'âge, le point de départ, et que chaque jour est vraiment une nouvelle opportunité. Alors, il suffit simplement d'y croire, de se poser les bonnes questions et surtout de passer à l'action. Et c'est en testant, en se trompant, moi je me suis trompée aussi, j'ai fait des erreurs, j'en ai tiré des enseignements, mais c'est en faisant tout ça, en persévérant aussi, qu'on se rapproche de la vie et surtout de soi. Waouh, bah merci beaucoup pour ce partage et effectivement, on va dire cette réussite globale dont tu nous parles aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment pour ce partage d'expérience en toute transparence, ton audace aussi, ta sincérité, puis ta bonne humeur. Ce que je retiens en tout cas aujourd'hui de notre conversation, c'est qu'on n'a pas besoin de tout comprendre, ni même de tout maîtriser pour pouvoir faire un premier pas et pour pouvoir commencer à avancer. Il faut juste s'écouter. Et puis peut-être accepter aussi ce décalage qu'on ressent. Alors dans notre poste professionnel, où ça peut être parfois avec nos proches qui n'ont pas la même vision que nous, et tout simplement se dire, en fait, c'est ok. On ne sait pas pourquoi, on ressent ce décalage, mais voilà, on ne sait pas l'expliquer, mais il faut juste en fait écouter son intuition. Et puis même si démissionner, ça peut paraître un petit peu fou, c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait peur pour la majorité des personnes de donner leur démission. C'est parfois le seul moyen que l'on a pour se reconnecter à nos envies profondes. Et ici, dans le témoignage de Lorraine, on voit bien que c'est ce pas de côté qui a ouvert la voie à une vie professionnelle sur mesure, libre, nomade et surtout alignée. Alors aujourd'hui, ce que nous rappelle mon invité, c'est que l'on peut sortir du cadre, même quand tout le monde ne nous croit pas ou quand tout le monde pense que l'on fait une erreur. Si vous aussi, vous vous sentez à l'étroit dans votre quotidien, que vous vous demandez «et si je faisais autrement?» Eh bien, prenez cette conversation comme une permission. La permission d'oser, la permission de vous écouter, la permission de choisir ceux qui vous ressemblent vraiment, même si ça déroute un petit peu vos proches, un petit peu ou beaucoup. En tout cas, si cet épisode a résonné en vous, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et si vous êtes vous-même en pleine réflexion professionnelle, sachez que vous avez l'obligation de vous écouter car nous avons qu'une seule vie et c'est chaque jour que nous la vivons. Pas demain, pas dans une semaine et encore moins lorsque nous serons retraités. Merci encore à toutes et à tous pour votre écoute et en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout prenez soin de vous.